La facture, émission 620. Aujourd'hui, c'est un déni de justice. que vaut un jugement des petites créances? Rester responsable sans le savoir d'une voiture qu'on a vendue. Aussi, les servitudes sont-elles éternelles? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Le gouvernement du Québec fait-il des économies de bout de chandelle sur le dos de ses citoyens qui réclament justice? Difficile de ne pas répondre oui quand on sait que bon nombre des jugements des petites créances finissent dans le bac de recyclage. Pourquoi? Parce que pour économiser, le gouvernement ne s'occupe plus de l'exécution de ses jugements. C'est à vous de le faire et c'est loin d'être gratuit. Est-il normal que ce soit la victime, moi en l'occurrence, qui soit pénalisée? Les créances, il faut que ce soit pris au sérieux. Je pense tout simplement que c'est un déni de justice. L'histoire nous ramène à l'hiver 2014 à Sorel-Tracy. Monique Loubry engage un entrepreneur pour déneiger son entrée. Mais au printemps, elle se rend compte que ses bordures sont abîmées par la machinerie et que le sel a endommagé sa dalle de béton. Est-ce qu'il a reconnu ses torts? Oui, je l'ai appelé quelques fois. Quand il est venu, il m'a dit moins. Il dit OK, ben, je vais venir réparer ça, je vais venir. Je vais venir. Il ne venait jamais. Les dommages que l'entrepreneur se dit prêt à réparer sont estimés à 400 $. Madame Loubry multiplie les appels téléphoniques. Elle lui envoie une mise en demeure. Rien n'y fait. J'ai décidé d'aller ouvrir un dossier à la Cour des petites créances. Monique Loubry veut se faire payer. Elle se concentre d'abord sur la préparation de son dossier. Reçu, estimation, preuve. Deuxième étape, direction palais de justice pour déposer son dossier. Le 25 février 2015, c'est le jour de son audience. Seule, sans avocat, elle va plaider sa cause devant la juge de la liberté. Quand l'audience a été terminée, elle m'a demandé si j'avais une question. Je dis oui. Si monsieur ne respecte pas le jugement, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, à ce moment-là, venez revoir le greffier. Il va vous dire quoi faire. Comme l'entrepreneur ne s'est pas présenté en cours, Mme Loubry gagne sa cause par défaut. L'entrepreneur a 10 jours pour respecter le jugement, payer 400 $, ce qu'il n'a pas fait. Puis je suis revenue ici au palais de justice en disant, ben voilà, j'ai le jugement de la Cour des petites créances qui m'est favorable, mais la partie ne respecte pas le jugement. Qu'est-ce que je fais? Croyant naïvement que le processus des petites créances allait s'enchaîner facilement. Puis on m'a dit, ben, vous pouvez aller voir un huissier. Elle dit, il y aura des frais. Ah, surprise. Elle se rend donc chez le seul huissier de Sorel-Tracy. C'est la surprise. Pour faire exécuter son jugement et récupérer un maigre 400 $, l'huissier lui demande 613 $. La division des petites créances est née en 1972, il y a donc 43 ans. Il faut alors rendre la justice accessible aux citoyens, une justice peu coûteuse et expéditive. Ronald Dubé est consultant pour la Chambre des huissiers de justice du Québec. Il pratique depuis plus de 40 ans. Au début de ma carrière, on dirait que c'était un vent d'air frais qui rentrait dans le système de justice. Enfin, les citoyens avaient accès à un tribunal, on pourrait dire tribunal du peuple ou tribunal populaire, mais avec un vrai juge. Lorsqu'un citoyen ou une compagnie refusait de respecter le jugement, c'est l'État qui payait pour son exécution. Mais en 1995, période du déficit zéro, l'État refile la facture aux citoyens, une économie de près de 600 000 $. Yannick Labelle représente l'Union des consommateurs qui a toujours contesté cette mesure. Les gens ne vont pas se rendre à la Cour des petites créances. Les gens trouvent ça complexe. Les gens trouvent que ça coûte beaucoup trop cher pour le gain qu'ils vont faire et ça ne sert à rien. La justice. En 2004, des citoyens dénonçaient à notre antenne la non-exécution des jugements. Mais là, c'est là que le fun commence, puis c'est là qu'on est abandonné. À la suite de notre appel, ces plaintes seront dorénavant accueillies. Et on me dit que s'il y a suffisamment de plaintes du public, le ministère pourrait revenir à l'exécution des jugements.
Rien n'a bougé depuis au ministère de la Justice. Même les plaintes sur ce sujet n'ont jamais été compilées. Une fois que le jugement est rendu, ne pas en avoir, dans mon cas, ça reviendrait exactement au même. Pour 400 $, être obligé d'assumer 600 $ avant et sans même avoir la certitude que la créance sera récupérée. Pas de garantie. Je comprends qu'elle puisse se sentir lésée, peut-être même flouée par le système. Sur les 613 $ d'honoraires d'huissier, Mme Loubry peut en récupérer près de la moitié de l'entrepreneur, mais seulement s'il est solvable. Par ailleurs, il faut savoir que les honoraires professionnels peuvent doubler d'un huissier à l'autre. Ça pose un problème, mais l'huissier, comme tout autre professionnel, qu'il soit avocat, notaire, médecin, comptable, il faut qu'il soit rémunéré pour cet investissement qu'il fait dans l'administration de la justice. Monique Loubry cherche un autre moyen que l'huissier pour que son jugement soit exécuté. Elle téléphone d'abord à la Régie du bâtiment. La Régie du bâtiment, bien, monsieur peut exercer ses fonctions de déneigeur sans licence, donc je peux rien faire non plus. Elle contacte ensuite l'Office de la protection du consommateur. On m'a dit, ben non, il faudra le petite créance, mais je dis, c'est là que je ressors avec mon jugement, donc on oublie ça. Depuis 2012, avocats, juges, huissiers, ministère de la Justice participent à une table de concertation sur les petites créances. Son but, favoriser le règlement des litiges hors cours. Mais l'exécution des jugements n'a pas l'air d'être une priorité pour ces acteurs juridiques. C'est pas de dire que la Cour des petites créances c'est complètement désuète et vide de sens. Loin de là, il y a la médiation, il y a plein de nouvelles mesures qui ont été mises en place. Mais quoi bon d'avoir un système qu'on met en place pour favoriser l'accès à la justice si en bout de compte, même si on a gain de cause, on ne gagnera rien. Comme tout dernier recours, Monique Loubry écrit à la ministre de la Justice du Québec. Devrais-je conclure que la justice n'est que théorique et que les petits bandits peuvent dormir en paix? La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a refusé de nous donner une entrevue à la caméra. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus, là. Moi, je pense avoir épuisé tout ce que je peux épuiser, moi, à mon niveau. Autant le Barreau du Québec que la Chambre des huissiers souhaitent que l'État veille à l'exécution des jugements aux petites créances. Les huissiers proposent même la gratuité pour des créances de moins de 2000 $. Si on introduisait ça dans la législation, je pense que le citoyen aurait le sentiment qu'il y a un véritable accès à la justice, que la justice est efficace pour lui. Cet investissement-là est justifié pour l'accès à la justice. Si on l'accorde toute l'importance qu'on veut l'accorder, c'est minime comme investissement. Monique Loubry a en fait reçu une lettre de son entrepreneur. Comble de l'ironie, il lui propose un contrat de déneigement pour l'hiver prochain. Et pour le chèque, elle attend toujours. La facture voulait savoir pourquoi l'entrepreneur fautif ne s'était pas présenté en cours et pourquoi il n'avait pas respecté le jugement des petites créances. Nous lui avons donc laissé un message téléphonique. Il n'a pas retourné notre appel, mais dès le lendemain, Mme Loubry a trouvé dans sa boîte aux lettres un chèque au montant de 474,27 $, soit le montant total accordé par le juge. Après la pause, rester responsable, sans le savoir, d'une voiture qu'on a vendue. Je l'avais vendue, ça fait un bon 2 ans, là. Elle la retrouve aujourd'hui accidentée dans une fourrière municipale et elle en est toujours la responsable. Je veux pas payer ce montant-là. En 2013, les Québécois ont acheté 840 000 véhicules de seconde main. On les achète soit de marchands, soit de particuliers comme vous. Évidemment, dans ce cas, tout le monde sait qu'il y a des papiers de transfert à remplir, alors on essaie d'expédier ça le plus rapidement possible. Et si en remettant une procuration à l'acheteur, on peut s'éviter la file à la SAQ, c'est encore mieux. Pas si sûr. Amélie Thibodeau-Carillo ne pensait jamais revoir sa Honda Civic 99. Je l'avais vendue, ça fait un bon 2 ans, là.
Elle la retrouve aujourd'hui accidentée dans une fourrière municipale et elle en est toujours la responsable. Je sais pas quoi faire, puis l'argent à fourrière, elle s'accumule. Une vente conclue il y a 2 ans, mais qui vient la hanter aujourd'hui. Moi, dans ma tête, là, ce véhicule-là n'était plus à moi, fait que je veux pas payer ce montant-là. En 2013, Amélie Thibodeau-Carillo vend sa voiture qui est remisée depuis 2 ans à Jérémy Desnoyers. Il est venu voir la voiture. Moi, je lui avais jamais parlé avant. On a signé un petit contrat écrit à la main, là, comme quoi que je lui vendais ma voiture pour un montant de 500 $. Cette journée-là, je lui ai fait une procuration parce que moi, dans la semaine, je m'en allais vivre chez moi à Gatineau. Donc, c'était plus possible pour moi de me rendre avec lui à la SAC pour faire les changements de véhicule. Normalement, l'histoire devrait se terminer là. Cependant, le 4 novembre 2014, il y a des policiers qui sont venus sonner chez moi à 10 h le soir. Ils m'ont demandé « Est-ce que tu as une voiture Honda Civic 1999? » J'ai dit non. Là, il dit « Est-ce que tu en as déjà possédé une? » Là, j'ai dit oui. Là, il m'a dit « OK. » Parce que là, il y a un certain Jérémy Desnoyers qui vient d'avoir un accident avec ta voiture. Il a heurté une voiture qui était stationnée. Puis la voiture est encore à ton nom. À sa grande surprise, Amélie apprend que Jérémy Desnoyers n'a jamais fait immatriculer le véhicule lors de la vente, si bien que légalement, elle en est toujours la propriétaire. Les policiers l'informent que lors de l'accident, le jeune homme de 19 ans conduisait en état d'ébriété, sans assurance, avec une fausse plaque d'immatriculation. Bien, j'étais sous le choc, là. J'étais surprise. Mon père, ça faisait plusieurs voitures qu'il vendait. Il en avait peut-être vendu 2 ou 3 avec la procuration, puis il n'y avait jamais eu de problème. La procuration, c'est quelque chose de très sérieux, de très important. Selon le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, l'utilisation d'une procuration peut entraîner de lourdes conséquences. Le lien de propriété est toujours là, compte tenu qu'il n'y a pas eu de changement d'immatriculation. Donc, elle est responsable de tout ce qui risque d'arriver lorsque le véhicule est sur la route. Ça peut être des contraventions, ça peut être des dommages matériels dans le cas d'un accident. Dans le cas qui nous occupe, visiblement, ça n'a pas été fait. Et la personne, sans le savoir, a été responsable de son véhicule pendant une longue période. C'est à ce moment que le cauchemar d'Amélie commence. Premièrement, elle doit payer une contravention de 452 $ puisque son véhicule n'était pas immatriculé. Mais il y a pire. L'assureur de la voiture emboutie par Jérémy Desnoyers lui réclame des dommages de plus de 8 400 $. Je suis étudiante, j'ai un loyer à payer, j'ai pas 8 000 $. Je savais plus quoi faire. Ça arrive souvent. Ça arrive les gens qui font confiance aveuglément et qui, finalement, à la fin de la journée, se font prendre au jeu. L'histoire d'Amélie n'est pas unique, selon cette avocate du Centre de justice de proximité du Grand Montréal. Cet organisme gouvernemental accompagne gratuitement les citoyens dans leurs démarches juridiques. Quand on fait une procuration, c'est parce que c'est plus pratique pour nous de la donner, de donner ce mandat-là à quelqu'un. Mais avant de donner le mandat, il faut se dire, est-ce que je fais confiance à cette personne-là? La confiance aveugle de cette jeune femme de 23 ans lui coûtera très cher. Et elle était loin de se douter que les conséquences pouvaient être encore plus dramatiques. Je reçois une lettre de la SAC qui me dit que si je ne paye pas les dommages de 8 425 $, je me fais suspendre mon permis 3 semaines plus tard. Le policier a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'assurance, responsabilité. Et ça, c'est une obligation selon le Code de la sécurité routière. Tout véhicule qui est sur la route doit être assuré, c'est la loi. Comme Jérémy Desnoyers n'avait pas d'assurance, c'est Amélie, la propriétaire de la voiture, qui en subit les conséquences. Si elle ne se conforme pas, c'est-à-dire si elle n'en vient pas à une entente avec son assureur ou une entente avec une quittance ou une dispense avec les gens impliqués dans l'accident, dans les 20 jours, le permis sera suspendu et aussi le droit d'avoir des véhicules en circulation. Est-ce qu'il y a moyen de s'en défaire de cette responsabilité-là? Malheureusement, non. C'est elle qui était la propriétaire. Donc, j'ai 3 semaines pour me revirer de bord, me trouver un moyen de payer ça. Là. Je savais plus quoi faire. J'étais désespérée. Là. Le désespoir d'Amélie sera de courte durée. L'assureur de la voiture impliquée dans l'accident accepte de couper la poire en deux. Amélie paie 4 000 $ et évite la suspension de son permis de conduire.
Elle pensait bien que ses problèmes étaient maintenant derrière elle. Eh bien non. Le véhicule dont vous êtes toujours responsable, il est là. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec le véhicule, là? Bien, c'est ça, comme je vous dis, je sais pas quoi faire avec les véhicules. Quand j'appelle pour dire ce que je peux faire pour me débarrasser du véhicule, ils me disent qu'il faut que j'entre en contact avec Jérémy. Les tentatives d'Amélie pour le joindre sont restées lettres mortes. La communication n'a pas pu être établie. Les nôtres n'ont guère été meilleures. Je suis Nancy Desjardins, je suis journaliste à l'émission La Facture de Radio-Canada. Est-ce que Jérémy Desnoyers est ici? On apprend que Jérémy Desnoyers n'habite plus ici et n'a plus de téléphone. Quelques jours plus tard, le jeune homme a finalement donné signe de vie. Il soutient avoir voulu immatriculer le véhicule à la SAAQ, mais on exigeait une inspection mécanique puisque la voiture était remisée depuis plus d'1 an. Il refuse l'inspection, étant convaincu que la voiture ne passerait pas le test. Il reconnaît qu'il n'aurait jamais dû conduire avec une fausse plaque, sans assurance, alors que le transfert de propriété n'était pas fait. Quant aux frais qu'Amélie a dû payer, il nous assure qu'il la remboursera. C'est pas réglé encore, puis je vais être honnête avec vous, je sais pas comment régler cette histoire-là. Il n'y a pas 1000 solutions. Amélie doit payer la facture de la fourrière qui s'élève à plus de 1 500 $ pour récupérer son véhicule et céder la propriété à un recycleur. Il pourrait y avoir une transaction avec un recycleur qui détient une licence. Et là, il va remplir ce qu'on appelle, lui, une attestation de transaction qui va faire en sorte que, par la suite, cette personne-là pourra se présenter dans un centre de service de la société et finaliser son dossier. Là, il y aurait vraiment un bris, une fin de lien de propriété. Je comprends que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais je pense que je suis pas toute seule là, dans cette histoire-là. Une histoire qui pourrait lui coûter plus de 6 000 $ pour une vente qui devait lui en rapporter 500. Je regrette la pire décision que j'ai faite de ma vie. Les gestionnaires de la fourrière municipale, où la voiture d'Amélie Thibodeau-Carillo était remisée, ont accepté qu'elle se désiste de son droit de propriété. Bonne nouvelle donc de ce côté, elle n'aura rien à payer. Un petit conseil en terminant. Si vous utilisez ce genre de procuration, appelez donc à la SAAQ, histoire de vérifier si la transaction a bien été faite. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous payez votre plein d'essence avec votre carte de crédit. Cela vous coûte 50 et 17. Le marchand arrondit la somme à 50 et 20 à cause de la disparition du cent. Alors, vrai ou faux, la règle de l'arrondissement des montants s'applique aussi aux cartes de crédit et de débit. La réponse après la pause. Vrai ou faux, la règle de l'arrondissement des montants s'applique aussi aux cartes de crédit et de débit. Faux. Cette règle ne s'applique qu'au paiement en espèces. Si vous payez avec une carte, le marchand doit y inscrire le montant exact, y compris les cents. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Savez-vous ce que c'est qu'une servitude? C'est une obligation qui s'applique à une propriété au profit d'une autre propriété appartenant à un propriétaire différent. Par exemple, un droit de passage que vous avez sur le terrain de votre voisin, ou alors l'interdiction que vous avez d'avoir des fenêtres avec vue sur la maison de votre voisin. Grande question, ces servitudes sont-elles coulées dans le béton? Sont-elles éternelles? André a acheté sa maison il y a 20 ans. Dans l'acte de vente, une servitude de passage avait été accordée à sa voisine. Celle-ci pouvait donc circuler sur une portion de son terrain pour accéder à un stationnement. Après quelques années, sa voisine n'ayant jamais utilisé son droit de passage, André décide d'installer une piscine qui empiète sur la servitude. Tout va bien jusqu'au jour où André décide de vendre sa propriété.
Cette histoire de servitude fait fuir les acheteurs potentiels. Personne n'a envie de voir les voisins passer sur son futur terrain. André se renseigne. Il découvre que le Code civil prévoit qu'une servitude prend fin si elle n'est pas utilisée pendant plus de 10 ans. Il annonce donc à sa voisine qu'elle a perdu son droit de passage. Mais celle-ci ne le prend pas. Elle prétend l'avoir utilisé en contournant la piscine. À défaut de s'entendre avec sa voisine, André devra aller devant le tribunal. Et il devra être très convaincant pour démontrer au juge que la servitude a pris fin. La présence de sa piscine et l'aménagement de son terrain devraient l'aider à démontrer que sa voisine n'a pas utilisé son droit de passage depuis plus de 10 ans. Le fin mot de l'histoire, une servitude n'est pas éternelle, mais s'en débarrasser peut être un vrai casse-tête. Voilà, c'était La Facture. Où que vous soyez au pays, à Angus ou à Gaspé, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Aujourd'hui, je suis invalide. Le bénéfice du manufacturier, c'est de maximiser son profit parce que le nouvel implant, il peut le vendre plus cher. L'argent, c'est bien beau, mais il faut penser aussi à la santé des gens. Hein. Les règles qui sont en vigueur à Santé Canada sont peut-être un peu trop permissives. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire.